Bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Je n'ai pas demandé d'avoir une salle assez grande, mais je suis heureux que vous êtes ici. Avant de commencer, si jamais il y a des questions à la fin de la session, il y a 2 micros au milieu. Donc, si vous pouvez juste utiliser le micro, comme ça, moi, je n'ai pas à répéter votre question, parce que c'est enregistré. D'accord, donc aujourd'hui, on va parler de ce mot ou ce terme que peut-être vous avez entendu parler, Software Supply Chain Sécurité, approvisionnement, ou sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. C'est juste un terme un peu marketing pour dire CI/CD en gros, donc Continuous Integration, Continuous Delivery. On va parler de ça, on va parler de pourquoi il faut le sécuriser. J'ai mis à jour mes slides ce matin parce qu'il y avait un exemple très très concret qui s'est déroulé genre les 2 dernières semaines. De comment, comment en fait, les mauvais acteurs peuvent exploiter une chaîne d'approvisionnement logiciel et avoir un backdoor, je ne sais pas comment dire, un backdoor dans votre système de production. Je m'appelle Abdel, donc mon vrai nom c'est Abdel Feta, mais Abdel c'est un peu plus facile pour les gens qui ne parlent pas arabe. Je suis d'origine marocaine, mais j'habite en Suède, à Stockholm. Je travaille chez Google. Ça fait 11 ans que je suis chez Google et je suis développeur advocate sur donc évangéliste cloud. Mes domaines d'intervention, c'est surtout du Kubernetes et cloud native. Mais je fais aussi un peu d'approvisionnement de la chaîne logicielle, de la sécurité de logiciels en gros. Mon background, mon expérience était toujours dans l'infrastructure. J'ai travaillé dans un data center et j'ai travaillé dans un des plus grands data centers de Google en Europe qui se trouve en Belgique, à 2h30 de Paris, c'est dans le sud de la Belgique. Et aussi, je co-host un podcast qui s'appelle Kubernetes Podcast, si jamais vous voulez vous abonner. Donc, on va parler de ça, on va parler de la Software Supply Chain Sécurité, ou bien de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Mais avant de parler de pourquoi c'est important et pourquoi on en parle aujourd'hui, un peu de background, un peu on revient un peu en arrière, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vais passer un peu de temps sur ça, je vais passer un peu de temps sur la théorie et je vais vous montrer un exemple à la fin d'un exemple, parce que c'est un domaine assez vaste, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodes, mais je vais vous montrer un outil très spécifique pour pouvoir sécuriser vos images Docker, vos conteneurs Docker. Alors, généralement parlant, quand on dit Software Supply Chain, ou bien la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est CI/CD. C'est comment un logiciel qui est développé dans le PC d'un développeur arrive à la production. Et donc, généralement, quelqu'un a créé du code, il utilise des dépendances. Ces dépendances, c'est tous vos librairies que vous utilisez, généralement parlant, vous téléchargez d'Internet. Généralement, vous ne les scannez pas. En gros, vous vous en foutez. En fait, vous trouvez une librairie, vous les ajoutez dans votre dépendance et vous écrivez votre code. Parce que tout le monde veut juste écrire du code, le code compile et aller faire autre chose. Personne ne veut réécrire la librairie curl ou la librairie math, on s'en fout un peu. Et puis, il y a une sorte de machine quelque part qui build, qui compile votre code, qui met ensemble le code que vous écrivez avec les dépendances et qui produit un package, un artefact, un produit, un binaire. Et c'est ce que vous distribuez finalement, c'est ce que vous mettez en production. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que vos dépendances ont aussi un peu la même cycle. Donc, même les librairies que vous utilisez, des fois, ils utilisent en fait le même process pour qu'ils soient produits. Donc, vos dépendances utilisent aussi des dépendances qui utilisent des dépendances, etc. etc. C'est une sorte de cycle vicieux. Et c'est l'exemple que j'ai rajouté ce matin parce que je trouve que c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a beaucoup de types d'attaques ou des nouveaux types d'attaques depuis... c'est pas récent, hein, ça fait 10 ans que ça existe, mais c'est en train de grandir et de devenir de plus en plus problématique. Donc, tout le monde a entendu parler de Log4j. Ça, à la limite, c'était un bug. SonarType, qui est la boîte qui gère Maven Central, l'a découvert. Ils l'ont patché, tout le monde était au courant. Mais il y a des bugs où il y a des backdoors, où il y a des types d'attaques qui sont un peu moins connus. Et je vais parler de 3 exemples très concrets aujourd'hui. Il y a une société qui s'appelle SolarWinds qui produit un outil de monitoring. Donc c'est un outil, comme on dit dans le jargon technique, off-the-shelf. C'est un logiciel d'une autre société que les gens utilisent. Un de leurs clients, c'est une boîte américaine qui s'appelle Continental Pipeline. Et donc c'est la boîte qui
livrent le pétrole, donc le gasoil et le diesel, vers la côte est des États-Unis. Et donc, ils étaient impactés par un backdoor ou par une vulnérabilité dans SolarWinds. Ils étaient hors production pendant 2 semaines. Et donc le résultat, c'était en fait des queues massives devant les stations de service parce que les gens avaient peur qu'il n'y aura plus assez de diesel ou de pétrole à acheter. Donc c'est un exemple en fait d'attaques logicielles qui visent des systèmes d'information, mais qui ont des impacts sur le monde réel. Donc, dans le sens où on se rend compte, en fait, on les voit autour de nous. Il y a un exemple très concret qui est arrivé en Suède il y a 2 ans. Je vais en parler tout à l'heure. Mais à ma connaissance, le premier exemple de ce type d'attaque, c'est un exemple dans un logiciel que vous utilisez tous. Si vous êtes sur Mac, tout le monde connaît Homebrew. Que vous utilisez pour installer un logiciel. Donc il y a un chercheur un chercheur australien qui a quelques années a essayé de démontrer que ça peut arriver. Et donc cette personne, elle a commencé à contribuer du code vers Homebrew. Et donc ça, c'était avant que les gens parlent de main branch protection dans GitHub, le fait qu'on peut protéger la branche principale et rajouter des conditions pour dire qu'il faut avoir un pull request avec un review avant de merger le code sur la branche principale. Et donc cette personne, il a juste contribué du code et il a été promu d'un simple contributeur à un committeur. Committeur dans GitHub, ça veut dire que vous pouvez juste committer du code sur un repository sans avoir besoin de passer par une cycle de review. Et donc il a pu faire ça, cette personne, il a pu faire contribuer du code. À un certain moment, il est devenu committeur automatiquement. Il a dit écoutez les gens, il faut faire attention parce que si on commence à juste promouvoir des gens qu'on ne connaît pas sur des repositories d'outils très connus, très populaires, très utilisés, cette personne, une fois qu'il devient un committeur, il peut faire n'importe quoi. Ils peuvent modifier du code, ils peuvent rajouter des backdoors, ils peuvent faire n'importe quoi. Et une fois que ce code il est dans le repository, après ça se build, ça se compile, et puis les gens ils téléchargent les mises à jour, et puis on a un backdoor dans votre PC. Et l'exemple que j'ai rajouté ce matin, c'est un exemple qui s'est déroulé très très récemment. Mais avant d'avancer, alors comment ce genre de problèmes concrètement peuvent arriver. Donc ça peut être très simple. Vous commencez par du code que vous écrivez, votre code est clean. Vous savez ce que vous faites, vous êtes un bon développeur, vous avez des gens de sécurité qui savent ce qu'ils font, mais vous téléchargez un package vulnérable et vous ne vous rendez pas compte. Vous ne le scannez pas, ou bien la vulnérabilité n'est pas très facile à détecter. Il y a un backdoor, il y a quelque part un script qui télécharge un autre script une fois que votre package il est exécuté, et vous vous retrouvez avec un logiciel vulnérable. Ou bien, c'est le deuxième exemple, c'est un logiciel vulnérable, enfin une dépendance vulnérable que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas voir. Vous scannez cette dépendance, tout va bien, mais une fois qu'elle est mise en production, ça déclenche une méthode pour télécharger, pour faire un malicious update, donc une mise à jour malicieuse, je pense qu'on dit en français malicieuse, pour télécharger un backdoor quelque part et le mettre dans votre production. Un autre exemple, le troisième, c'est mon exemple favori. Hein. En fait, on ne se rend pas compte. Alors, je vais poser une question. J'ai fait cette session plusieurs fois et dans plusieurs pays différents. À chaque fois, je pose la même question. Est-ce qu'en France, quand on recrute des développeurs, on fait un background check? Est-ce qu'on fait une sorte on vérifie leur passé criminel, leur état financier? Est-ce qu'on fait ça ici? Peut-être chez la police, pas peut-être dans les trucs d'État, mais généralement, on ne le fait pas. On recrute des développeurs et on est sous l'assumption que les gens ils sont honnêtes et qu'ils se montrent pas comme honnêtes, mais derrière ils ont des intentions malicieuses quoi. Et donc, mais ça peut arriver. Hein, on peut recruter quelqu'un qui veut vous attaquer et ça peut venir de l'intérieur. Ou bien quelqu'un un mauvais développeur en fait, et on a des mauvais développeurs partout, et les gens ils savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de peer review, ça peut arriver. Donc vous faites confiance à vos développeurs, ils écrivent du code, ils poussent du code vers le repository et tout. Il y a alors là c'est un peu une sorte d'exemple anecdotal, mais il y a une
le compte Instagram de Google Devs, c'est un compte Instagram pour activer les développeurs. Ils font des trucs un peu marrants. Et ils ont postulé une vidéo dernièrement où c'était quand vous recevez un pull request avec 10 lignes de code, vous allez passer 1 heure à le revoir, vous allez écrire 20 commentaires et vous allez demander toutes les modifications possibles. Mais quand vous recevez un pull request de 2000 lignes de code, c'est look good to me, tout va bien, approuve et tout. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de problème. Le dernier exemple, c'est un exemple qui vraiment s'est déroulé récemment. Il y a une société qui s'appelle Circle CI. C'est une société qui fait un CI Manage Continuous Integration. Et je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, ils ont laissé leaker leur clé AWS à eux. Donc ce n'est pas les clés AWS de leurs clients, c'est leur clé AWS à eux. Et ils ont pris 2 semaines pour se rendre compte, et après ils ont informé leurs clients pour dire merci de rotate vos clés AWS parce qu'on a merdé. Donc en gros, voilà, l'idée ici, c'est qu'on est tellement dépendant soit d'outils open source, soit de logiciels de tiers parties, on ne se rend pas compte qu'une seule erreur, une petite erreur, ça peut avoir des conséquences assez énormes. Alors l'exemple que je voulais parler, c'est un exemple qui s'est déroulé récemment en 2022 en Suède. Donc on a une chaîne de supermarchés qui s'appelle Coop. Et en 2022, ils ont dû fermer 700 de leurs... Alors 700, c'est toute leur chaîne, hein, c'est tous les supermarchés en Suède entre 24 heures et 6 jours. Pourquoi? Parce que cette chaîne de supermarchés avait un sous-traitant qui gérait leurs caisses, leurs caisses en fait. Donc les caisses sur lesquelles il y a des caissiers qui scannent les articles, mais aussi leurs caisses self-checkout, les caisses où vous scannez vous-même vos articles. Dedans, il y a des ordinateurs, hein. Il y a des ordinateurs partout. Et donc cette société, qui est le sous-traitant, il utilise un logiciel off-the-shelf, c'est un logiciel qui s'appelle Kaseya, c'est un outil de gestion IT. Et donc, voilà l'histoire que j'ai racontée. Il y avait une vulnérabilité quelque part dans un package Node.js que cette compagnie qui s'appelle Kaseya a téléchargé. Ils ont créé un patch, ils ont distribué le patch à leurs clients. Et leur client, c'est le sous-traitant qui a distribué le patch à leurs clients à eux, donc le supermarché. Et ils avaient une sorte de backdoor dans leur système informatique pendant 2 mois, quoi. Ils ne se sont pas rendus compte. En fait, à chaque fois que, dans ce cas particulier, à chaque fois que vous passez dans une caisse, toute la liste de vos achats était uploadée vers un serveur à distance. En principe, il n'y a pas de souci. Donc, en Suède, les caisses, ils ne stockent pas les informations de carte crédit. Donc, il n'y avait pas d'informations financières qui étaient volées, mais il y avait la liste de tous vos achats. Mais aussi, ils ont un système de fidélité. Donc, il y avait le code de fidélité, votre nom, votre prénom, votre adresse, l'adresse email, etc. Donc voilà. Donc, juste un exemple de ce qui peut arriver. Alors, l'exemple que j'ai rajouté ce matin, c'est ça. Cette infographie, elle est assez énorme. Je vais distribuer les slides après. Je vais vous laisser la lire, parce que même moi, je ne l'ai pas lu en détail. Mais en gros, l'idée, c'est la suivante. Il y a un ingénieur qui s'appelle Andres Freud, qui travaille chez Microsoft, qui était en train de débugger un problème sur une base de données Postgres. Donc, il se connecte en SSH sur cette base de données. Oui, c'est choquant. Microsoft utilise SSH. Donc, il se connectait en SSH sur cette base de données. Ou bien sur un serveur, et il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il se connecte en SSH, la base de données, enfin le serveur, il redémarre. Donc il a commencé à débugger, il s'est rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'il utilise SSH, les cycles CPU, ça consomme beaucoup de CPU. Et donc il a commencé à débugger, et il s'est rendu compte qu'il y avait une activité réseau à chaque fois qu'il utilise du SSH, et cette activité réseau, en fait, c'était un backdoor qui envoyait des fichiers de ce serveur vers un serveur à distance. Et donc, comment on s'est rendu compte, investigation, etc. Alors, pour que ça arrive, ça a pris l'attaquant 3 ans pour exécuter ce genre d'attaque. Donc, en 2021, quelqu'un a créé un compte sur GitHub et il a commencé, cette personne a commencé à contribuer à un package qui s'appelle XZ. Donc, c'est un package de compression. C'est même pas SSH lui-même, c'est une bibliothèque dont SSH dépend. Donc, c'est un package de compression. Et donc, à travers plusieurs contributions, il a enlevé un peu, l'attaquant, il a enlevé toutes les protections qui étaient sur ce GitHub pour qu'à un certain moment, il puisse contribuer à un backdoor. Et donc, ce backdoor qui est arrivé sur le package XZ, qui était utilisé par SSH pour builder une nouvelle version de SSH,
distribuer à leurs clients et vous savez le reste de l'histoire, vous connaissez le reste de l'histoire. Donc quelque part, quelqu'un chez Microsoft a mis un jour Update, ou Update, Upgrade, ça a téléchargé la nouvelle version de SSH et voilà, et dedans il y avait un backdoor qui, à chaque fois que quelqu'un se connecte en SSH avec cette version en particulier, il y avait des fichiers qui étaient téléchargés du serveur, envoyés quelque part. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est effrayant ce genre de truc. Hein. C'est très effrayant parce que SSH c'est vraiment un protocole, enfin c'est un truc d'ingénieur. Il n'y a personne qui va se dire ben non, on doit monitorer les activités SSH. À la limite, vous monitorez en fait l'historique de ce que les gens font quand ils se connectent en SSH. Vous voulez savoir un peu les commandes qu'ils ont tapées. Comme ça, si jamais quelqu'un fait une erreur, vous pouvez revoir les erreurs. Vous avez une sorte d'audit. Mais vous ne monitorez pas, vous ne regardez pas en fait l'activité réseau associée à une connexion SSH. Et donc voilà, c'est juste un exemple de ce qui peut arriver. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que, en fait, la chaîne d'approvisionnement logiciel, elle est tellement vulnérable du fait que généralement parlant, on ne contrôle pas la manière dont on livre du logiciel de l'ordinateur d'un développeur vers la production, en fait. On utilise des logiciels de tiers parties, on utilise des outils managés par des cloud providers. Je me rends compte que je parle de ça en travaillant pour cloud provider, mais il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, en gros. On fait un peu du n'importe quoi, on écrit du code bash, et notre objectif, c'est de faire en sorte que le code build et que ça arrive sur la prod, mais on ne se rend pas compte à quel point ça pourrait être vulnérable. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord? What now? J'ai passé 15 minutes à parler des problèmes. C'est quoi les solutions? Donc, il y a en gros, toutes les solutions dont je vais parler aujourd'hui se concentrent autour de deux grands thèmes. Donc, il y a le thème de Zero Trust. Zero Trust, c'est ne pas faire confiance. C'est en gros vérifier que le logiciel qu'on est en train de builder, il vient des sources à qui on fait confiance pendant toute la chaîne d'approvisionnement. Et le deuxième exemple, c'est juste pour rassurer tout le monde, je ne vais pas parler de cryptographie, enfin pas de crypto, quoi, de blockchain. Je ne vais pas parler de blockchain aujourd'hui. Hein. C'est vraiment que des trucs, des méthodes à base de cryptographie, des méthodes qui sont déjà connues, qui sont utilisées pour faire du Zero Trust. Le terme Zero Trust, ça vient du réseau. Hein. C'est les gens qui connaissent le réseau. C'est le fait que quand on a un service, enfin un système au type microservice, on ne fait pas confiance aux microservices, qu'il faut les identifier pour s'assurer que l'appel API vient d'un service à qui on fait confiance. Le deuxième, c'est l'exemple de ce qu'on appelle Shift Left. Et donc Shift Left, c'est un terme qui vient de DevOps. L'idée de DevOps, c'est en fait de bouger la responsabilité de production vers les développeurs. Je pense bouger, c'est le terme que je trouve bouger, décaler, shift, pour les développeurs. Mais dans le contexte de la responsabilité de sécurité logicielle, c'est de faire en sorte que les développeurs savent ce qu'ils font. Leur donner les outils qui leur permettent de scanner, de savoir en fait ce qu'ils font. Donc il y a un projet qui s'appelle Sigstore. C'est un effort communautaire entre plusieurs sociétés qui produisent des outils et aussi des frameworks et des checklists qui permettent aux gens d'utiliser leur outil et leur best practice, si vous voulez, leur meilleure méthode pour pouvoir sécuriser la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc c'est une contribution entre plusieurs boîtes. Donc le premier framework qu'ils ont, c'est un framework qui s'appelle SLSA, S-L-S-A. Ça se prononce salsa comme la danse, mais ça s'écrit S-L-S-A. C'est une abréviation pour Security Levels of Software Artifacts. Et en fait, c'est tout simplement un framework avec plusieurs niveaux, donc niveau 1 à 4, et que pour chaque partie de la cycle d'approvisionnement logiciel, ils ont une sorte de checklist qu'il faut remplir, donc des requirements, je ne sais pas comment dire en français, mais par exemple, si on prend Salsa niveau 3, il faut avoir version control pour le code, donc votre code doit être dans un repository qui garde l'historique des versions. Il faut avoir de l'historique qui doit être vérifié. Alors ça, c'est un exemple très simple. Tout simplement, ça veut dire utiliser quelque chose comme GitSign. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un outil qui s'appelle GitSign. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez configurer votre repository GitHub pour vérifier que les commits viennent d'une source qu'on connaît. Et pour faire ça, il faut juste configurer GitHub pour dire à chaque fois que quelqu'un commet du code,
il faut vérifier que ce commit a été signé par une clé qu'on connaît. Et donc, vous configurez GitHub, vous lui dites voici la liste de mes clés que je connais, voici mes développeurs. Et donc les développeurs, quand ils font du Git, avant de faire du Git commit, ils font Git sign. Donc ils signent leur commit avec une clé qu'ils ont et ils committent du code. Et comme ça, on fait confiance que ça vient d'une source, du source connu. C'est un exemple très simple. Votre système de build, il est scripté, il est FRML. FRML, ça veut dire qu'on n'exécute pas le même build, qu'on n'exécute pas deux builds dans le même VM ou dans le même conteneur, et qu'à chaque fois, on a une sorte d'environnement de build qui est clean, etc., etc. Donc, c'est un truc c'est très détaillé, etc. C'est un framework, c'est une sorte de checklist. Un truc que je vais juste rajouter rapidement avant de passer, c'est qu'en fait, généralement parlant, dans la sécurité, c'est jamais un but, en fait. On n'essaie jamais de dire on arrive à la fin de 2024 et notre système de production, il est sécurisé, on n'en parle plus. C'est vraiment un travail continu. Et dans le contexte de Salsa, c'est vraiment une sorte on dit en anglais, on dit security by layers, donc sécurité par layers, niveau, couche, merci. Donc à chaque fois, on rajoute une couche pour avoir un peu plus de sécurité, c'est un travail continu. Donc voilà, ça c'est Salsa. Donc SigStore, dans leur version de comment il faut sécuriser la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est un peu ça. En tant que développeur, à chaque fois que je commets du code, que je crée un artefact, je signe cet artefact, je publie l'artefact et la signature. Donc il y a une sorte de ledger, une sorte de log de transparence, je pense, public qui s'appelle Record, sur lequel on peut aller vérifier est-ce que cette librairie a été vérifiée, signée, etc. Donc pour les développeurs Java d'entre vous, il y a un effort en ce moment pour avoir ça dans Maven. Donc dans Maven, il y aura aussi un Record, une instance Record, dans laquelle vous pouvez vérifier est-ce que votre librairie a été signée, qui l'a signée, quand il a été signé. Et vous pouvez aussi télécharger la clé publique et utiliser la clé pour vérifier la signature de cette bibliothèque. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, je vais juste montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, alors, pour résumer vraiment cette partie de la présentation, parce que je sais que chaque fois que je montre ce slide, les gens ils se disent mais de quoi il s'agit. Alors, je vais poser une question. J'ai promis de ne pas le faire, mais je vais faire quand même. Quand vous téléchargez un outil Lind Command, d'accord? Vous suivez. Donc, vous partez quelque part, vous avez un outil Lind Command que vous téléchargez, sur Git par exemple. Il y a toujours le binaire lui-même, et avec, il y a un fichier SHA-256. D'accord? Et ce que vous devez faire, c'est télécharger les deux et vérifier que la signature du binaire que vous avez téléchargé correspond à la signature qui était publiée par les gens qui ont publié ce binaire. Tout le monde fait ça. D'accord? Ça prouve mon point. Donc j'avance. Donc en fait, ça, c'est juste une version un peu plus sophistiquée de l'idée de vérifier l'origine d'un binaire, l'origine d'un artefact. D'accord? La dernière composante de ce puzzle, en gros, c'est SBOM, c'est Software Bill of Material. J'ai un exemple très très bête pour expliquer SBOM. Alors, imaginez tous votre recette favorite de votre grand-mère. Votre bouillabaisse, pot au feu, bœuf bourguignon, peu importe. Vos parents, vos grands-parents, ils vous ont laissé une sorte de recette qui vous dit il faut acheter de la viande, il faut acheter des légumes, etc. etc. Et pour reproduire ce plat, il faut passer par cette recette, acheter les ingrédients et reproduire le plat. Dans le monde logiciel, la liste d'ingrédients, c'est le SBOM. C'est en fait la liste de toutes les dépendances qui ont été utilisées pour créer un artefact spécifique. D'accord? Donc c'est tout simplement ça. Alors pourquoi SBOM il est important? Parce qu'il y a eu une loi qui a passé au Union européenne, qui sera mise à jour, mise en exécution en 2025, qui s'appelle NIST 2, et qui va obliger certaines sociétés qui travaillent dans certains secteurs spécifiques de générer et de stocker les SBOM. Et si jamais il y a eu un incident et que les investigateurs et les régulateurs doivent vous demander, vous demandent cette liste, il faut la produire. C'est une sorte de GDPR, je ne sais pas comment dire en français, GDPR, merci, pour le logiciel. Et donc les sociétés, toutes les boîtes dans le secteur financier, énergie, santé, toutes les boîtes en fait en gros. Donc voilà, donc en fait il y a beaucoup de manières de générer SBOM. Vous pouvez utiliser Docker, ils ont un Lind Command pour le générer, il y a un Lind Command Sift qui génère des SBOM pour les images Docker, il y en a beaucoup d'exemples. Et donc, pour mettre tous ces deux trucs ensemble, donc Salsa, c'est la checklist
pour vérifier que votre chaîne d'approvisionnement logiciel est sécurisée. SBOM, c'est pour sécuriser le logiciel lui-même ou l'artefact lui-même. Et ces deux composantes, ils sont complémentaires. Ce n'est pas une question de choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'un ou l'autre. C'est une question... En fait, vous pouvez utiliser les deux. Alors, avant de passer à l'exemple que je vais montrer, à chaque fois que je parle de SBOM, les gens ils demandent toujours « mais à quoi ça sert en fait ?» À quoi ça sert de générer une liste de toutes les dépendances pour chaque artefact que vous stockez? Il y a un exemple très simple. En fait, si vous avez du SBOM, vous pouvez prendre ce SBOM et le stocker quelque part. Et si jamais il y a une vulnérabilité, vous pouvez utiliser le SBOM pour vérifier quel logiciel a quelle dépendance. Donc demain, s'il y a une autre vulnérabilité sur Log4j version 4.5, vous pouvez juste aller sur votre base de données et dire SBOM, dis-moi tous les artefacts que j'ai qui ont la version 4.5 de telle librairie. C'est un exemple tout bête en fait. Alors, je vais passer à la démo rapidement que je voulais faire. Mais avant, alors, je vais montrer juste une démo avec un outil qui s'appelle Cosign. Donc, c'est un outil ligne de commande qui est utilisé pour signer et vérifier la signature des images, des conteneurs. Et ça marche avec tous les conteneurs de style OCI. Donc, OCI, c'est le standard, c'est le Open Container Initiative. C'est le standard que tous les outils de création de conteneurs suivent, y compris Docker, y compris tous les Podman, peu importe ce que vous utilisez. Donc, alors, je vais voir rapidement ici, juste agrandir un peu pour que vous voyez. C'est visible? Très bien. Alors, pour les gens qui ne... Alors, là, j'ai juste une application ici dans mon dossier app que je vais juste builder. Donc, c'est une application Hello World toute bête écrite en Go. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, je l'ai déjà buildé avant, c'est très bien. Donc, elle est quelque part ici. Donc, j'ai mon image ici. Et ce que je vais faire, c'est que je l'ai tagué. Donc, j'ai créé deux tags. Un tag que j'ai appelé signed, un tag que j'ai appelé unsigned. Et je vais vous montrer après ce que je veux dire par ces deux-là. Donc, je vais prendre ce tag-là qui s'appelle unsigned et je vais juste le télécharger ou l'uploader sur un artefact registry remote. C'est juste un Docker registry dans Google Cloud, mais on s'en fout, ça peut marcher. Ça marche sur AWS, ça marche sur Azure, ça marche sur tous les container registry. Je vais juste vous montrer rapidement ici. Donc ça, c'est Google Cloud. Ce n'est pas intéressant que vous pouvez utiliser Google Cloud ou n'importe quel cloud provider. Donc j'ai mon image ici, elle est poussée, donc c'est une image normale. Alors, pour ceux qui connaissent Cube, vous savez ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, je peux juste prendre ce truc et le déployer sur Cube. Et Cube, il ne va pas se plaindre. La manière dont Cube fonctionne, c'est que s'il peut télécharger une image, alors kubectl delete une seconde. Donc, si vous faites ça, créez un déploiement et vous lui donnez une image, si l'image est accessible et qu'elle est téléchargeable, Cube, il va la télécharger, en fait, en gros. Et il va exécuter votre conteneur. Et ça, c'est un problème dans le sens où ce que je viens de faire, c'est que j'ai buildé du code et je l'ai déployé sur... Ça peut être de la prod, sans vérifier d'où ça vient, sans vérifier les dépendances qui sont dedans, etc. Ça peut être aussi bête que faire ça. Je vais vous montrer rapidement un truc. Je peux faire ça, kubectl, create, nginx, deploy, pardon, -- image, nginx. Donc là, je crée un déploiement nginx et je lui dis, télécharge-moi l'image nginx. Et ça, ceux qui savent Cube, ça veut dire télécharge-moi nginx de n'importe quelle source. Et par défaut, cette source, c'est Docker Hub. Voilà. Ça, c'est un problème. Je viens de télécharger un truc, il se peut que j'ai fait télécharge-moi l'image hack me please / hacking image. Et ça, si cette image existe, ça va le télécharger. Et c'est un problème dans le sens où je fais tourner des trucs que je ne connais pas, auxquels je ne fais pas confiance. Alors, comment on peut résoudre ça? Encore une fois, c'est un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je peux prendre mon image là que j'ai tagué signed. Donc, c'est juste un tag arbitraire. Ça peut être n'importe quel tag. Et je peux utiliser cosign pour la signer. Donc, cosign, comment ça fonctionne? Vous lui dites, je veux signer mon image, qui est cette ligne, et je veux utiliser une clé -- key,
Et la clé, ici, j'ai utilisé du GCP KMS. Donc, KMS, c'est Key Management System. C'est un outil de gestion de clés sur Google Cloud. Mais ça fonctionne avec Azure, ça fonctionne avec AWS. Cosign lui-même, il est agnostique. Peu importe d'où vient la clé, il va l'utiliser. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me signer l'image et ajouter un metadata à l'image qui est la signature. Donc, ici, j'ai deux couches dans mon image. Donc, j'ai la couche qui contient le code lui-même, qui a que 88 vulnérabilités, donc ce n'est pas très grave. Et la deuxième couche, ça contient un manifeste de style JSON. Et dans cette JSON, j'ai ma signature. Donc, c'est une signature unique de cette... donc, ça, c'est l'équivalent du fichier SHA-256 dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Après, ce que je vais faire, c'est que si jamais... vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé de Zero Trust. Donc, un exemple de Zero Trust, c'est que si ce que je viens de faire, c'est l'exemple de build, dans mon QA, quand quelqu'un veut faire du QA sur cette image, avant de faire le QA, il peut vérifier la signature de cette image. Donc, il faut tout simplement utiliser Cosign avec la commande verify, utiliser la même clé et l'image. Et donc, si j'exécute ça, ça va me dire the cosign claims were validated. La signature a été vérifiée contre la clé publique. Et si je vais faire ça dans du Linux, ça fait l'exemple de, je pense ça, c'est ça dollar, pardon. Du coup, ça va me donner un 1 parce que... Non, dollar point d'interrogation, ça. Mais ça va me donner un... Ah, d'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est que si j'exécute cette commande et que c'était réussi, la sortie de l'exit code devrait être 0. Et donc, si l'exit code est 0, ça veut dire que la vérification a été validée. Si ce n'est pas 0, la vérification n'a pas été validée. D'accord ? J'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est dans le contexte de... Alors, je peux aussi générer des SBOM, je peux attacher le SBOM, je peux même signer le SBOM lui-même, vérifier la signature des SBOM, etc. Cosign, vraiment, il est très agnostique. Il vérifie, tu lui donnes une sorte de artefact en entrée, un binaire, une image, une couche d'une image, et tu lui dis, signe ça, vérifie la signature de ça, et ça marche. Alors, ce que je peux faire aussi, si je suis sur Kube, c'est que je peux déployer ce qu'on appelle un Admission Controller sur Kubernetes. Donc, un Admission Controller, c'est une sorte de contrôleur qui dit à Kube, avant d'exécuter certaines actions, vérifie avec moi est-ce que cette action est autorisée ou pas. Et donc là, j'ai créé une sorte de policy. Enfin, j'ai créé une policy. Dans cette policy, je lui dis que pour toutes les images que je déploie, je veux vérifier leur signature contre cette clé. C'est la même clé que j'utilisais tout à l'heure. Donc, j'ai déjà déployé cette policy. Je vais juste créer un namespace pour tester. Comme ça dit, je vais juste vérifier est-ce que cette namespace n'existe pas. Ah non, ça existait, donc je vais la vérifier. Donc, je vais créer un namespace et je vais rajouter un label sur une sorte d'étiquette qui dit policy.sixtor.dev/include true. Et donc, ça permet d'enforcer la policy sur un namespace spécifique. Donc, ça vous permet d'exclure quelques namespaces, genre les namespaces de dev, peut-être que vous en foutez, donc vous pouvez les exclure. Donc là, j'ai créé mon namespace. Et j'ai mis le label, l'étiquette. Et donc, si après, ce que je vais faire, c'est déployer l'image tout à l'heure qui était unsigned, donc l'image qui n'est pas trusted, qui n'est pas à laquelle je ne fais pas confiance, ça va me dire l'admission webhook machin, validation failed, could not parse reference. Ah non, attends. Ah oui, je sais pourquoi. C'est pas ça l'erreur que je voulais. Donc, je vais revenir ici parce que je n'ai pas la bonne signature. Donc, je vais faire ça et je vais faire ça. Et je vais reprendre... pardon. Boum. Voilà. Et donc, si j'essaie de déployer cette image, il va me dire... il est où la signature ? Signature key validation failed for authority blablabla for Europe. No matching signature, c'est ça l'erreur que je voulais. Donc en fait, ça me dit que cette image n'a pas été signée. Mais si j'essaie de déployer l'image qui était signée, là ça devrait passer parce que ça a été signé et que le contrôleur a pu vérifier la signature correctement. D'accord ? Donc c'est juste un exemple très très bête pour expliquer comment on peut implémenter du Zero Trust dans toute la chaîne d'approvisionnement logiciel. Je signe mon artefact, je vérifie la signature et j'ai quelque part un contrôleur sur mon cube qui me permet de vérifier cette signature. C'est un exemple tout bête, ça fonctionne uniquement pour les conteneurs, ça fonctionne uniquement pour Kubernetes bien sûr, mais l'idée ici c'est de juste prendre l'idée de base
de la vérification et la signature et de l'implémenter là où vous avez des déploiements que vous faites. Mais de toute façon, l'exemple que je montre, c'est l'exemple de Kubernetes et des conteneurs parce que principalement tout le monde enfin, tout le monde aujourd'hui utilise des conteneurs, presque tout le monde est sur Kube. Mais voilà, donc voilà. Donc c'était tout pour moi. J'espère que ça a été intéressant. Ne scannez pas ce QR code, je dois l'enlever parce que c'était une autre conférence. Donc c'est pas là où vous devez me donner feedback. Vous pouvez me le donner tout à l'heure en personne. Et si vous n'avez pas aimé ça, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez me dire aussi. Merci beaucoup. On a 10 minutes qui restent si vous avez des questions. Juste, allez, dirigez-vous vers le micro. Yes, small question with Cosign. If you're for open source projects and where you got PRs coming in from developers that you don't know, what's the best practice around that? Alors, pour Cosign, alors, la manière la plus simple pour les projets open source dont vous avez plusieurs contributeurs et que vous ne connaissez pas forcément, c'est d'utiliser GitSign, pas Cosign, parce que Cosign c'est pour les images, mais pour GitHub c'est GitSign, et vous pouvez en fait juste leur... Alors, la manière la plus simple, c'est d'implémenter ce qu'on appelle un CLA, Contributor License Agreement, sur votre GitHub, et dans ce process de CLA, vous pouvez demander aux gens de télécharger une clé, et que ça s'ajoute automatiquement sur le GitHub et qu'eux, ils peuvent utiliser la clé pour signer leur commit. Donc, vous configurez le GitHub repository pour que ça vérifie les commits contre une liste de clés. Et comme partie du CLA, de Contributor License Agreement, vous demandez aux gens de télécharger une clé à eux. GitHub, il peut générer des clés uniques pour les gens, pour chaque développeur. Donc, ça serait la manière la plus simple pour faire ça. Et ça, c'est parce que derrière, quand vous avez du CLA qui est signé, vous savez qui est derrière, vous savez un peu au moins leur nom, et vous avez une liste de contributeurs. Et ce n'est pas juste un identifiant GitHub. Voilà. D'autres questions? Alors, soit c'était très, très facile à suivre, soit c'est la première jour de conférence et c'est 10 h du matin et c'est trop tôt pour parler de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Oui. Ouais, j'ai une petite question en fait. Donc sur l'attaque XI, comment est-ce que ça aurait pu être dérouté? Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, c'est un humain ou une équipe derrière, enfin, en tout cas un compte GitHub, pendant 2 ans qui s'est fait passer pour quelqu'un de valide, qui après, en gros, aurait pu avoir toutes ces clés, toutes ces CLA, toute cette validation. Donc, Ça, c'est une très, très bonne question. J'ai passé une demi-heure à lire l'infographie ce matin, et je sais qu'un des trucs une des erreurs qui était commise dans toute cette chaîne d'attaque, c'est le fait que quelqu'un, je ne me rappelle pas des détails exacts, mais quelqu'un n'a pas fait un bon travail à revoir correctement un pull request. Donc, parce qu'il y avait un pull request qui enlevait un fichier qui était un fichier de protection. Je ne me rappelle pas du nom. Et donc, en fait, là, ça peut être bête, mais ça peut être difficile à implémenter, mais avoir un two people pull review, ça peut être une méthode. C'est en fait d'avoir 2 personnes qui revoient le pull request au lieu d'une personne. Parce que généralement, c'est une personne, mais avoir 2 comptes qui disent que c'est bon, ça peut être mieux qu'une personne. L'exemple que j'ai montré tout à l'heure d'Instagram, pour 10 lignes de code, c'est beaucoup de commentaires. Pour 1000 lignes de code, c'est OK. Un autre exemple serait de demander aux contributeurs de contribuer peu de code à la fois. Donc, au lieu de créer des pull requests avec plusieurs modifications, essayez de contribuer des petits bouts de code à chaque fois. Et comme ça, c'est plus facile à revoir, c'est plus facile à catcher les erreurs. Voilà, je pense que c'est les exemples, les best practices que j'ai en tête. En fait, généralement, le truc aussi, c'est qu'on a toujours le facteur humain. Et en tant qu'humain, on est très bon à faire des choses, mais on est très mauvais à faire d'autres choses. Et du moment qu'on fait confiance aux gens, il y aura des erreurs. L'idée, en fait, c'est d'essayer d'avoir autant de vérifications dans tout le process pour catcher toutes les erreurs potentielles. Ce genre d'erreur, ça pourrait être catché par le fait que quelqu'un a revu un pull request qui enlevait un fichier de protection quelque part et que personne ne s'est rendu compte et que quelqu'un est sorti boire un coup avec ses amis, il est rentré, il a dit bah, OK, approuve, et voilà. Donc, c'est pas ça ce qui s'est arrivé, mais je donne un exemple anecdotal. D'autres questions? Oui.
Du coup, j'aurais une question concernant les fichiers SBOM. Mhm. Donc là, du coup, tu nous as présenté le principe. Est-ce que tu as des outils qui permettent de les générer automatiquement à partir de ton applicatif? Et de même, est-ce que du coup, c'est supporté par les dépôts Maven, NPM, ou même pour un binaire de type C++, par exemple? Alors, en principe, on peut générer du SBOM pour tout. Moi, je ne fais pas de C++, donc je ne sais pas comment faire pour C++. Ça, c'est juste un exemple avec un outil qui s'appelle Sift, avec Y, donc SYFT, qui génère des SBOM pour les conteneurs de style Docker, les images. C'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas le checksum dedans, parce que j'utilisais une ancienne version, ça a été mis à jour, etc. entre-temps. Mais ça ressemble à ça, c'est un fichier SPDX et aussi, il y a aussi un autre format CycloneDX. Mais je sais par exemple que pour les développeurs Go, il y a un outil dans Go, j'ai oublié le nom, pour faire ça. Si vous faites du Java et que vous utilisez par exemple l'outil qui s'appelle Jib, c'est un plugin Maven qui permet de générer les conteneurs Docker sans écrire de Dockerfile. Donc, vous utilisez juste un plugin dans votre pom.xml. Et avec Jib, on peut juste ajouter une instruction pour dire génère-moi le SBOM. Parce que comme Jib, il va lire tout le code de l'application pour pouvoir générer le conteneur image, il peut aussi générer le SBOM parce qu'il connaît en fait toutes les dépendances. Donc, il y a des outils très spécifiques, ça dépend en fait du langage de programmation. C++, malheureusement, je ne sais pas comment faire, donc je suis désolé. OK, d'autres questions? On a encore quelques minutes. Merci pour la présentation. J'ai une question, comment faire confiance du coup à Cosign ou GitSign de la même façon? Ah, c'est une très très bonne question. Du coup, pour faire confiance, il faut aller là, dans les releases, et on a le fichier de signature ici. C'est tout bête, hein. C'est open source, donc vous pouvez auditer le code, mais aussi il a son propre fichier de signature à lui, donc il faut vérifier juste la signature du binaire avant de le télécharger. Donc, je sais que c'est pas peut-être la réponse à laquelle vous attendez, mais c'est tout bête. En fait, il faut juste utiliser. Si c'est un fichier de signature, il faut l'utiliser. OK, très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir. Bravo. Attends, j'avais une dernière question. Oui. Ouais, je voudrais prendre la défense des gens qui téléchargent pas les SHA-256. Ouais. Parce que moi, si j'étais hacker, je upload une image compromise, je compromets la signature avec. Donc, en quoi ça me garantit quoi que ce soit? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Non, mais c'est une très bonne question dans le sens où s'il y a quelqu'un de malicieux sur le GitHub de Cosign, ils peuvent télécharger une signature compromise, oui. Dans ce cas, peut-être, je ne sais pas, Cosign, je pense qu'ils ont leur propre signature avec leur clé publique à eux, enfin leur clé privée à eux. Et je dois faire confiance au fait qu'il n'y a que quelques personnes qui ont accès à cette clé privée. Mais c'est une question parce que c'est un jeu de chat et de rat qui ouais, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais c'est un très très bon point. Point pris, merci. Merci beaucoup.